Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine, le rendez-vous quotidien de Bismart dédié à vos finances personnelles. Au sommaire de cette émission, les grandes tendances à suivre dans l'univers crypto en 2023. Les investisseurs préfèrent oublier l'année 2022, particulièrement difficile pour le marché des crypto-monnaies. Les cours ont baissé de plus de 60% et leur confiance a été mise à mal. Nouvelle année, nouveaux objectifs. On fait le point dans une minute sur les actifs numériques à détenir dans son portefeuille cette année. Et puis dans Jeux Patrimoine, les Français de plus en plus inquiets par leur retraite. La réforme des retraites débattue en ce moment au Parlement y est peut-être pour quelque chose. C'est vrai, l'occasion de revenir aujourd'hui sur les comportements des épargnants vis-à-vis de cette seconde partie de leur vie. Commencent-ils plus jeunes à épargner? Quels placements privilégient-ils? Ont-ils toutes les informations? Réponse dans quelques instants avec nos deux experts. Mais d'abord, je le disais, Zoom Crypto dans Smart Patrimoine, c'est parti. Dans l'écho des cryptos, ce lundi, zoom sur les grandes tendances à suivre dans l'univers crypto en 2023. Après une année 2022 tumultueuse, 2023 pourrait réserver des surprises dans le secteur. Nous demanderons aussi quelle place cette classe d'actifs peut-elle prendre dans la constitution du patrimoine des Français. Pour en parler, notre invité aujourd'hui est Laurent Auvion, directeur innovation du groupe DLPK, spécialiste des solutions financières auprès des professionnels du patrimoine. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Smart Patrimoine, Laurent Auvion. Merci beaucoup de nous accompagner. Je le disais, l'année dernière a été particulièrement ardue pour le monde de la crypto. Est-ce que l'effet domino, puisqu'on en a évidemment beaucoup parlé, de la faillite de la plateforme américaine FTX est arrivé à son terme selon vous, ou est-ce qu'on peut encore en voir des conséquences? Alors on aura encore des conséquences parce que les premiers dominos sont pas encore, ils sont en train de tomber, ils n'ont pas encore complètement atterri, et donc on a encore des acteurs comme Genesis ou comme Grayscale qui continuent de bloquer les retraits en liquidité des avoirs des clients, et donc ça a nécessairement des impacts et des répercussions jusqu'à certains acteurs, y compris en France parmi nos partenaires. Donc on aura encore quelques remous, mais qui seront plus des remous juridiques et des suites. Après, je pense que les dominos qui devaient tomber sont en train de le faire. Je vous l'ai dit, ils sont peut-être pas encore complètement arrivés par terre, mais normalement on est à peu près protégé de tout ça. La question, c'est est-ce que le ménage a effectivement été complètement fait au sein des acteurs? Est-ce que tout est parfaitement clean désormais? C'est pas sûr, c'est pas évident, on va en parler, mais on va parler de régulation. Que 2022 a été très 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 sportif sur les actifs numériques. Bon, le début d'année en tout cas 2023 commence plutôt bien. Les crypto-monnaies retrouvent les chemins haussiers. Ça, comment vous l'expliquez? Alors, c'est ce qui est assez étonnant, c'est qu'il n'y a pas d'explication fondamentale. Ouais. C'est un peu une des difficultés avec le marché des actifs numériques et des cryptos. C'est que c'est un marché qui est très jeune. Le Bitcoin a une 13 ans à peu près. Ethereum, c'est 2015, donc ça fait 8 ans. Et tous les autres actifs numériques, il y a à peu près 18 000 tokens qui sont disponibles en trading sur le marché des actifs numériques. 18 000 tokens, on se met assez vite d'accord sur le fait qu'il y en a 17 950 qui ne seront pas forcément là encore dans 2 ou 3 ans. Donc il faut être extrêmement prudent. Ouais. Et ces fondamentaux de marché, j'ai envie de dire, c'est un petit peu comme le CAC 40 ou le Nasdaq ou les indicateurs classiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on a une lecture macroéconomique des chiffres, on a un chômage qui baisse, une inflation qui est haute, des taux qui sont hauts, des marchés qui sont... Enfin, c'est-à-dire qu'il y a un moment, il y a une équation à laquelle on est normalement habitué. Il y a un truc qui ne va pas. C'est un peu la même chose sur les actifs numériques. C'est-à-dire que ça suit le rebond global des valeurs technologiques et des marchés en général. Très objectivement, j'ai pas d'explication fondamentale à vous donner. Alors, tout le monde vous citiez Bitcoin, monnaie Bitcoin, blockchain, Ethereum. Aujourd'hui, c'est eux qui confirment leur position de leader en début 2023 là également. Si on appelle la dominance de Bitcoin et d'Ethereum, Bitcoin c'est à peu près 40% de la valeur du marché global des actifs numériques, et Ethereum oscille entre 15 et 20%. C'est-à-dire qu'à eux deux, ces deux valeurs-là pèsent plus de 50%, voire 60% du marché global des actifs numériques. Donc sont vraiment à la fois les locomotives et puis un petit peu les indicateurs de référence, et aussi un peu les valeurs refuges, si je puis me permettre l'expression. Alors des valeurs refuges qui restent extrêmement volatiles, mais qui restent prisées par les investisseurs. Après, encore une fois, si on rentre dans les analyses fondamentales, Bitcoin et Ethereum sont deux choses bien différentes en termes d'usage et y compris en termes de technologie et de promesses de valeur dans les années qui viennent. Mais ça reste effectivement c'est un peu le Total et le LVMH
du CAC 40 si on veut faire une comparaison pour que tout le monde comprenne bien. Ouais. Est-ce que vous restez prudent auprès de vos clients sur vos conseils d'investissement sur cette classe d'actifs ? Très. Ouais. Très pour plusieurs raisons. La première, c'est que on parle souvent d'un marché des actifs numériques. Ça n'est pas un marché au sens où on l'entend, ou au sens où on a l'habitude de travailler. Un marché, c'est un marché qui est organisé, qui a des règles, notamment de communication, qui a des règles de transaction, qui a des règles de prise de participation, ou en tout cas où chaque acteur est tenu de se plier à ces règles-là, sous peine d'être sanctionné par la SEC aux États-Unis, l'AMF en France, etc., etc. Sur le marché des actifs numériques, ça reste encore un marché qui est relativement jeune et qui est relativement artisanal, voire amateur. Alors, compte tenu des volumes qui s'y traitent, ça peut paraître un petit peu surprenant de dire ça, mais il faut vraiment l'avoir en tête. C'est-à-dire que c'est pas un marché qui est régulé. Il y a des biais d'information, il y a des déséquilibres qui se créent entre différents acteurs. Donc, c'est un marché sur lequel il faut aller avec extrêmement de prudence. Qu'est-ce que ça veut dire et comment est-ce qu'on peut y aller avec extrêmement de prudence quand on est investisseur ? Ouais, c'est ça. Quelles sont vos préconisations, vous ? Alors, déjà, il faut bien comprendre qu'il y a 3 composantes dans lesquelles on peut investir quand on s'intéresse à ce marché-là. Le marché des actifs numériques, c'est d'abord et avant tout un nouveau secteur d'activité qui est en train de se mettre en place. Exactement comme le web, à la fin des années 90, début 2000, on a des acteurs qui n'existaient pas il y a quelques années. On peut parler en France de Ledger, on peut parler de Sora, on peut parler de Conhouse, on peut parler de Meria. Il y a un certain nombre d'acteurs qui existent parce qu'ils utilisent et ils exploitent soit la technologie, soit des cas d'usage et qu'ils proposent des services ou des solutions ou des jeux à des utilisateurs finaux et qui bénéficient de cet environnement. C'est également le cas aux États-Unis de sociétés de minage de Bitcoin que vous pouvez retrouver sur des codes. Donc ça, il existe aujourd'hui des OPCVM dites sectorielles qui permettent d'investir sur ce marché émergent, comme vous décidez d'investir sur, je ne sais pas, l'espace en ce moment, ou l'intelligence artificielle, ou, je ne sais pas, les biotechnologies pendant un temps. Donc ça, sont des solutions qui sont extrêmement faciles. Vous pouvez en souscrire certaines en assurance vie, dans un PER, dans un compte titre. Et là, il n'y a pas besoin d'être expert des crypto-monnaies, il n'y a pas besoin de wallet, il n'y a pas besoin de choses comme ça. C'est extrêmement simple d'approche et toutes les solutions sont proposées chez Norcia, à destination des conseillers en gestion de patrimoine, qui est notre plateforme de distribution. La deuxième possibilité, qui est un petit peu moins accessible, où il faut avoir un petit peu plus d'expertise, c'est le private equity. Puisque forcément, qui dit naissance d'un marché, on sait que les fonds de private equity qui ont investi très tôt dans Google, dans Facebook, enfin dans les acteurs du web, ont eu des multiples qui étaient bien plus intéressants que ceux qui sont arrivés ensuite quand ces sociétés ont été introduites en bourse. Donc là, c'est pareil, vous avez énormément de fonds qui sont à disposition et qui se positionnent sur les futurs, ou ce qu'on espère être les futurs champions du Web3, de la blockchain, du Metaverse, des NFT, etc., etc. Là encore, il faut être extrêmement sélectif, ça peut être risqué et c'est pas donné à tout le monde parce que souvent les tickets d'entrée dans des produits de private equity, c'est plutôt 500 000 euros. Donc là encore, si on veut diversifier un peu son patrimoine, c'est pas accessible à tout le monde, mais ça existe. Et puis, la troisième possibilité que nous distribuons également, c'est les actifs numériques en tant que tels. On parlait de Bitcoin, Ethereum, et puis vous avez tous les autres, que ce soit le top 10, le top 20, le top 50 de ce qu'on appelle les capitalisations. Et là, notre préconisation, notre conseil pour nos partenaires conseillers en gestion de patrimoine et leurs clients, c'est plutôt de passer par l'intermédiaire de gérants de mandats de gestion, c'est-à-dire de confier son argent à quelqu'un dont c'est le métier, qui connaît l'activité, qui connaît les marchés, même si je vous ai expliqué si on n'était pas il y a quand même quelques règles et quelque chose à savoir. Et en gros, c'est quelqu'un, plutôt que d'acheter du Bitcoin je sais pas, il doit être à 24 000, presque 25 000 là, vous confiez votre argent à quelqu'un qui va, en fonction des codes, qui va passer, par exemple, quand il était à 22, il a vendu, il a racheté à 19, et donc il va permettre de générer un petit peu plus de performance sur ces différents outils. Donc ça, ce sont vraiment les trois possibilités d'investissement, soit par l'intermédiaire d'un conseiller en gestion de patrimoine, soit en direct pour ceux qui gèrent leurs finances directement sur les marchés. C'était très clair. Le temps passe vite. J'aimerais qu'on parle évidemment de la régulation. Grand sujet, selon vous, de l'année 2023, la régulation de ce marché crypto. Compte tenu de ce qui s'est passé en 2022, notamment l'affaire Terra Luna, l'affaire FTX, il y a un sujet de réglementation et de régulation qui fait aussi écho à ce que je disais sur le marché, qui est extrêmement important dans l'année qui vient. D'abord parce qu'en France, dès 2019 et la loi Pacte, il y a un cadre qui a été donné, qui a été offert pour les acteurs qui souhaitent opérer sur le marché des actifs numériques au sens large. La France, c'est un peu le cheval de Troie européen du sujet sur la réglementation, et on est vraiment en avance de phase, et c'est une avance de phase qu'il faut absolument qu'on conserve pour préserver nos acteurs nationaux et leur permettre de se développer à l'international. Se développer à l'international, c'est
d'abord le marché européen dans le cadre du règlement MiCA, Market in Crypto Asset au niveau européen, qui est quasiment un copier-coller de ce qu'on fait en France depuis 2019-2020. Donc là, il y a vraiment un cadre, et il y a vraiment une opportunité pour les acteurs français de s'inscrire dans cet agrément-là. MiCA, c'est 2024. MiCA, ce sera voté a priori sur la deuxième partie de l'année 2023. Ouais. Et ensuite, il y a 18 mois pour la mise en application. Donc, on est, courant 2024, début 2025. On va dire, si ça prend un petit peu de retard. Mais effectivement, ce sera un des grands enjeux 2024. Et en attendant, on est, nous, extrêmement attentifs dans la sélection de nos partenaires à un certain nombre de règles, et notamment le respect de la réglementation, notamment d'un point de vue qui est extrêmement important, ce qu'on appelle la custody, le dépôt des fonds de clients, parce que c'était un des problèmes de FTX, et c'est quelque chose auquel il faut être vraiment très attentif, parce que un client peut accepter de perdre 80% de sa valeur si le sous-jacent, si Bitcoin perd 80% de la valeur, j'ai fait le choix d'acheter du Bitcoin, ça a perdu 80%, j'ai pris mon risque, je compenserai ce risque différemment. Par contre, si je confie mon argent à quelqu'un, et que cet argent disparaît parce qu'il a été mal utilisé ou il a été utilisé de manière frauduleuse de la part de l'acteur, là, c'est un vrai problème. Parce que même si c'est que 5, 10 ou 15%. Et donc, nous, on est très attentifs dans la réglementation. Alors, on travaille beaucoup avec l'ADAN, l'Association pour le développement des actifs numériques, et puis les acteurs qui sont enregistrés PSAN. Je peux parler de Conao, je peux parler de Meria, je peux parler d'AlphaCap, je peux parler de Going, je peux parler de... On ne travaille pas avec eux, mais vous avez également des acteurs comme Tilvest qui font un travail très intéressant sur ces sujets-là. Mais justement, sur cet agrément, il y en a certains qui disent qu'il est tout bonnement impossible d'obtenir cet agrément à l'heure actuelle. Vous en pensez quoi? Alors, c'est très compliqué en ce moment pour deux raisons. La première, c'est un problème d'effectif au sein de l'AMF et de la CPR, c'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de personnes pour traiter les dossiers en attente. Ça se règle assez facilement. Le deuxième, c'est que on va être assez clair, depuis la faillite d'FTX et en attendant l'arrivée de MiCA, on a un petit peu de flou, un petit peu dans ce niveau-là. Ouais, on fait attention. On se dit, mais on est peut-être allé un peu loin sur l'enregistrement. On a peut-être enregistré des acteurs qui n'auraient pas tout à fait mérité de l'être. Donc, on va mettre le frein sur les enregistrements. Ça veut dire qu'il faut accélérer sur l'agrément, mais on vient de voir que d'un point de vue effectif, c'est compliqué. Donc, on est dans une espèce de flou. Je pense que les premiers agréments arriveront dans le courant de l'année 2023, parce qu'on a des acteurs français qui sont prêts depuis longtemps et qui sont en train de discuter avec les autorités pour y arriver. Là encore, ce sera très important pour rassurer les investisseurs, les intermédiaires, les conseillers en gestion de patrimoine, pour arriver à une offre packagée, stabilisée, qui soit très intéressante et opportune pour chacun des clients finaux. 10 secondes, parce que j'aimerais qu'on continue quand même à donner des conseils à ceux qui nous regardent. Vous en avez un tout petit peu parlé tout à l'heure. NFT, métavers, ce seront aussi les tendances à suivre cette année 2023. On terminera là-dessus. Il y a une grosse tendance par rapport à ça. Il y a deux tendances. Alors, une qu'on n'avait pas forcément vu arriver, c'est l'intelligence artificielle, notamment avec ChatGPT qui vient de bousculer un petit peu tout ça et qui donne un intérêt extraordinaire à la blockchain, parce que ChatGPT, ça récupère des informations et ça permet de tracer les informations telles qu'elles ont utilisées. Vous couplez ça à une blockchain en termes de rémunération de la source, en termes de rémunération, de répartition de la valeur aux différentes personnes qui participent à la création de l'IA et à son alimentation. C'est extrêmement intéressant. Et Web3, Metaverse, NFT, c'est le débouché des clients finaux, du grand public. Et donc là aussi, ce sera extrêmement intéressant de suivre ce qui se passe cette année. Merci Laurent Ovian d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui dans Smart Patrimoine. Je rappelle, vous êtes le directeur innovation du groupe DLPK. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'était un plaisir. Tout de suite, c'est Enjeu Patrimoine. Et c'est parti pour Enjeu Patrimoine, où nous répondons chaque jour à une grande question liée à la gestion de votre patrimoine. Aujourd'hui, quel comportement adoptent les épargnants vis-à-vis de leur retraite? Après 4 années de baisse successive, la part des Français inquiets pour leur propre retraite progresse de 3 points en 2023. Ils sont désormais 61% à craindre pour leur pension. En pleine contestation de la réforme des retraites, nous allons tenter avec nos deux invités d'expliquer les stratégies parfois paradoxal des épargnants. Nicolas Villette nous accompagne, directeur épargne et retraite entreprise chez BNP Paribas. Bonjour. Bonjour Eva. Bienvenue dans Smart Patrimoine. Anthony Kelsey, qu'on connaît bien, fondateur de Kelsey Patrimoine, est également avec nous. Bonjour. Bonjour Eva. Merci beaucoup à tous les deux d'être là. Nicolas Villette, est-ce que vous constatez donc depuis la présentation de la réforme, c'est ce que je disais, une montée d'inquiétude de la part des épargnants? En tout cas, il y a un contexte qui interroge. Il est encore trop tôt pour le dire, la réforme n'est pas votée à ce stade, mais on voit une préoccupation qui grandit chez les Français. Je vous donne un exemple. On a observé que durant le mois de janvier, il y a eu 1 million de visiteurs uniques sur notre plateforme digitale, La Retraite en Clair, Mon Demain.
parce que les gens s'interrogent, ils veulent prendre de l'information. Et sur les 1 million, il y en a 100 000 qui ont fait un parcours de simulation. Ça montre bien l'état de préoccupation des Français quant à la préparation de leur retraite. On est sur la phase de réflexion, d'interrogation, ou est-ce qu'ils changent même déjà à changer de comportement vis-à-vis de leur retraite, Anthony Calci? Quand on est en capacité de faire une simulation, c'est qu'on est déjà proche de la retraite. Donc c'est déjà bien de se dire si on est concerné ou pas par la réforme des retraites. Ici, ça va m'impacter moi-même. Et à ce moment-là, on peut ajuster la stratégie en fonction de ce qu'on obtient comme résultat. Donc, est-ce que je dois plus épargner? Est-ce que je dois investir dans l'immobilier, dans des actions, dans des placements? Donc, c'est bien cette interrogation. Et justement, le taux d'épargne a augmenté par rapport à 2019. Il avait très fortement augmenté en 2020 et 2021 avec le Covid, mais on est sur un niveau qui est plus élevé que 2019. Donc ça, c'est un peu notre retraite de capitalisation. Après, pour les plus jeunes, on se pose plus ces questions, on ne fait pas de simulation. On se dit tout de suite, on n'en aura pas. De toute façon, il y aura un salarié, un actif pour me payer ma retraite, alors qu'aujourd'hui, on est 1 sur 4 ou quelque chose comme ça. Donc on ne se pose même pas ça comme question, on se dit qu'on n'en aura pas. On va en parler quand même des jeunes tout de même. Nicolas Villette, quels sont habituellement les placements plébiscités par les Français en préparation de leur retraite? Alors, il n'y a pas une réponse unique pour préparer sa retraite. Il y a évidemment des produits spécifiques d'épargne retraite. La loi Pacte a instauré le PER, qu'il soit sous forme individuelle ou sous forme de PER d'entreprise. Au-delà de ça, il y a évidemment les enveloppes traditionnelles. Il y a l'acquisition de la résidence principale, puis tout ce qui tourne autour de l'immobilier. Il y a l'assurance vie, qui est le produit couteau suisse de l'épargne en France. Il y a le PEA. Et donc, c'est ces enveloppes qui sont finalement assez complémentaires. Et c'est la démarche qu'on vise à mettre en œuvre d'accompagnement global des clients avec un conseil pour préparer sa retraite qui repose sur un certain nombre d'enveloppes et de produits sous-jacents. Pour rebondir sur le PER, lancé donc en 2019, il fonctionne ? Oui, c'est sûr, c'est un succès incontestable. Un succès à la fois pour les produits individuels, je crois que c'est 2,8 millions de porteurs de produits PER individuels, certes alimentés pour une grande part par des transferts. Enfin, il y a une dynamique qui est là et qui va se poursuivre. Et puis une dynamique sur le collectif aussi, je crois qu'on est à 3,3 millions de contrats. Donc, c'est un vrai succès. Immobilier, c'est un peu à part, mais PER, assurance vie, quelle rémunération on peut attendre de ce type de placement ? Alors évidemment, l'assurance vie et le PER, c'est un couteau suisse. On peut y mettre les supports que l'on souhaite. On peut y mettre du capital garanti qui va rapporter un taux sans risque autour de 2%, aujourd'hui, et des actions qui peuvent aller jusqu'à plus de 8% de rentabilité. Donc ça dépend. Le PER est un succès, on va dire, incontestable, parce que le PERP était mal fait, avec cette histoire de sortie en rente obligatoire, en tout cas partielle. Sur le PER, on peut sortir en capital. Il a quand même un gros défaut, c'est une sortie en capital imposée. Et donc, certainement, les versements sont déductibles de votre impôt sur le revenu, mais les retraits au moment de la retraite sont de nouveau imposés. Donc, s'il y avait une exonération au moment de la sortie, ça serait vraiment un carton plein et tout le monde se mettrait à capitaliser dessus. C'est pas encore le cas. La transition, c'est l'épargne salariale, où là, pour le coup, il y a une optimisation fiscale qui est énorme pour la retraite. Mais ma question derrière ça, c'est est-ce qu'on pourrait imaginer des Français qui privilégient davantage, on les dit de plus en plus inquiets, qui privilégient davantage des placements plus risqués, mais plus rémunérateurs? Non, on n'en est pas là encore. D'abord, il y a un mouvement qui me paraît incontestable. Depuis toute la réforme de la retraite depuis 1993, on durcit les conditions d'obtention d'une pension obligatoire, une pension légale. Et dans le même temps, on a créé des produits plus attractifs, le PER, via la loi Pacte. Et donc ça, finalement, ça a donné un moyen complémentaire de préparer sa retraite. Ce qu'on voit, c'est que les Français adoptent cette démarche-là. La baisse du taux de remplacement a créé un espace, et via ces produits, on remplit cet espace. Donc il y a un vrai mouvement d'adoption. Après, au sein de ces produits, en effet, ce sont des enveloppes, et il y a plusieurs supports qui peuvent être mis en place. Qui dit horizon retraite, dit horizon long terme. Donc c'est par définition un horizon qui permet de prendre plus de risques, avec des mécanismes qu'on peut imaginer de désensibilisation au fur et à mesure qu'on se rapproche de l'âge de la retraite. Mais oui, c'est une enveloppe qui permet de prendre du risque à horizon lointain.
Donc c'est du non-coté, c'est un certain nombre d'actifs qui sont par nature moins liquides, plus risqués que la duration moyenne des contrats retraite permettent de souscrire. En revanche, ce n'est pas une réponse unique. Oui. Anthony Calci parlait des jeunes tout à l'heure. Quel est l'âge moyen où l'épargnant commence à penser à sa retraite et à épargner pour sa retraite? Alors, généralement, on dit que c'est après 50 ans qu'on commence à y réfléchir. Mais cette réponse, c'est une réponse unique et je ne suis pas sûr que ce soit la seule réponse. Et on voit aujourd'hui, Anthony disait que les jeunes, aujourd'hui, ils pensent qu'ils n'auront pas de pension légale. Oui, ça veut dire qu'ils réfléchissent à comment se la constituer. Et on voit notamment, je porte une activité qui a une grande partie comme contrepartie des entreprises, et ben, on a un discours avec nos entreprises clientes pour accompagner, y compris les jeunes, dans la préparation de la retraite. Puisque vous êtes un jeune diplômé, vous rentrez dans une grande entreprise, vous bénéficiez d'un plan collectif, vous avez parfois 25 ans. Donc c'est une réflexion qu'on peut avoir tôt. Les outils digitaux qu'on met en place, ils ont vocation à accompagner ces épargnants sur tous leurs âges. Ce qui est important, c'est de commencer tôt pour que ça soit efficace, que l'effet capitalisation joue à plein. Important de commencer tôt, j'imagine que vous êtes d'accord avec ça? Oui, mais je dois dire que quand j'ai commencé le métier il y a une grosse dizaine d'années, on faisait que du fonds en euros et de l'immobilier. Et aujourd'hui, les placements sont vraiment élaborés. Et les épargnants, les jeunes, ils savent ce que c'est un fonds action, ils savent ce que c'est un ETF, ils veulent investir dans les startups, ils veulent investir dans les cryptos, comme on l'a vu tout à l'heure. Quand on est jeune, on a plus tendance à prendre des risques? Je pense qu'on est plus au courant. On est plus au courant. On est plus informé. On est plus informé. On se projette plus sur le long terme. On n'a pas forcément envie de se reproduire la résidence principale comme papa ou la résidence secondaire comme papy. Mais plutôt d'investir dans le Bitcoin ou dans des grandes entreprises de croissance. Investir dans du Bitcoin pour sa retraite? Oui, bien sûr. Oui, clairement. Oui. Vous confirmez? Oui, bien sûr. Si on a 30 ans devant soi, c'est excellent. Plus c'est volatile et plus il faut du long terme, évidemment. Alors là, désolé de parler de ça, mais parce que faut en prendre un tout petit peu. Mais en tout cas, les épargnants sont de plus en plus au courant qu'il se constitue un capital pour le futur, pas forcément la retraite, mais en tout cas le moment où ils vont arrêter de travailler, parce que beaucoup pensent arrêter de travailler plus tôt aussi, s'ils le peuvent. Il y a beaucoup de mouvements comme ça, l'indépendance financière. Les clients qu'on adresse sont souvent des clients fortunés, ils font leur cash-out, ils vendent leur entreprise, où ils reçoivent une importante succession. Comment je fais pour avoir des revenus complémentaires et peut-être arrêter de travailler? Voilà, ça c'est quand même un mouvement qui se fait par des actions dividendes, par des CPI, par plein de systèmes qui permettent de lever le pied avant d'attendre l'âge légal de la retraite. Nicolas Villette, les jeunes investissent un peu différemment, en effet, ça aussi c'est une tendance que vous confirmez? Oui, c'est une tendance que je confirme. Mais moi, je pense que la population, les épargnants, ils sont de plus en plus accompagnés. Est-ce qu'ils ont et on a un désir, on a un besoin très fort de pédagogie, d'accompagnement pour préparer son futur, donc sa retraite, mais son futur, ses projets futurs. Anthony Calci disait que les jeunes étaient plus informés sur les produits disponibles. Quand je regarde dans les grosses masses en France, les produits d'épargne, pour le coup collective, c'est assez large. C'est un salarié sur deux du secteur privé. Donc c'est très large. Mais pour beaucoup d'entre eux, plus d'un tiers, c'est leur seul contrat d'épargne financière. Donc pour beaucoup, c'est en fait assez nouveau. Et donc ils ont besoin d'un accompagnement très important. Ce qui est nouveau, c'est qu'aujourd'hui, via leur contrat individuel ou collectif, ils ont accès à des possibilités d'investir beaucoup plus larges, beaucoup plus diversifiées. Et c'est là où, en effet, il y a des choses intéressantes qu'on peut voir. Mais je pense que plus que jamais, il y a un besoin d'accompagnement, de pédagogie sur ces dispositifs qui restent complexes. Mais comment on fait plus de pédagogie? Alors, on le fait par une notion de tiers de confiance. On le fait, Anthony et CGP, si j'ai bien compris. Donc, c'est un tiers de confiance. Par la banque, par l'employeur, par les différents sites et outils digitaux, par des partenariats. C'est un mouvement qui est très important sur notre secteur d'activité. C'est que les grands groupes ou les acteurs du secteur, ils
passent des partenariats avec des fintech, avec des entreprises qui ont des services à valeur ajoutée, qui permettent justement de créer des parcours, des modules d'accompagnement, de conseils pour conseiller ces épargnants, jeunes ou moins jeunes, dans la préparation de leur futur. Anthony Calci, il nous reste 30 secondes. Je reviens à ma question du début. On sent qu'il se passe quelque chose en ce moment. Évidemment, on parle de cette réforme des retraites. Est-ce qu'on peut s'attendre à un véritable changement des Français, des épargnants aujourd'hui vis-à-vis de leur retraite en 2023 ? Oui, c'est quand même intéressant de mettre le débat quand même au centre de la France. Et donc, aujourd'hui, la discussion de comptoir, c'est finalement, on ne va pas avoir assez d'actifs. Mais finalement, du coup, tout le monde est au courant et tout le monde se pose des questions sur la retraite et ça va faire des changements. Tout d'un coup, je veux investir en immobilier, je veux investir en actions, il faut que j'épargne. Et on le voit déjà dans les chiffres sur le taux d'épargne qui est encore une fois supérieur à ce qu'on faisait avant. Une tendance qui s'inscrit donc. Oui. Merci beaucoup Nicolas Villette d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je rappelle, vous êtes directeur épargne et retraite entreprise chez BNP Paribas. Merci beaucoup Anthony Calci de nous avoir accompagnés, fondateur de Calci Patrimoine. Merci à tous les deux d'avoir débattu avec nous aujourd'hui dans Smart Patrimoine. Merci à vous évidemment de nous avoir suivis. On se retrouve demain, même heure, pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine. À demain. Ciao.